C'était une autre époque, une autre façon de concevoir et de faire des films, une autre façon de les décider, une autre façon de les écrire, de les tourner et de les vivre. Une façon Belmondo. Et Belmondo n'aurait jamais pu devenir Belmondo s'il n'avait été porté par un mouvement qui allait faire exploser les carcans d'une société rigide. L'émancipation sociale et morale qui allait tout révolutionner, y compris le cinéma. On filme sans artifice, on filme la vie, et Belmondo, c'est la vie en liberté. Et cette liberté, évidente dans ces films de la nouvelle vague, il parviendra à l'insuffler dans tous ses rôles. Sans les Godard, il n'y aurait pas les De Broca, il n'y aurait pas les Verneuil, ni les Lautner. Mais l'aventure Belmondo a commencé avant. Dès ses débuts, Jean-Paul Belmondo est à contre-courant. Il caresse le rêve d'être clown, celui d'être boxeur aussi. Alors je suis un peu l'entraînement, un peu de sac de sable, un petit round avec aux ailes. Comme dans un ring. Debout, monsieur. Jean-Paul Belmondo, 1m80, 72 kilos. C'est lui. Mais il suffira d'un match perdu au point, d'une défaite contestée, pour que son rêve d'être Marcel Cerdan s'écroule. Des souvenirs sportifs, parce qu'on a longtemps joué au football ensemble, on faisait beaucoup de sport ensemble, on partait en vacances ensemble. J'ai des souvenirs comme ça, des souvenirs d'amitié surtout. Vous jouez à quelle place hein? Gardien de but. Il y a les plongeons, là, tout ça, on fait un peu de... Un peu de cinéma, pour changer. Puisque ce ne sera pas le foot, ni la boxe, ce sera donc la comédie. Mais dans cette France d'avant 68, respectueuse des institutions, on ne facilite pas la tâche au trublion Belmondo. Tous les professeurs, même les plus éminents, veulent le décourager d'être acteur, et surtout acteur de cinéma. Tu vas faire la connaissance là-bas d'un mec absolument extraordinaire, un gars qui s'appelle Belmondo, tu verras, il a une gueule absolument incroyable, et il est formidable, il est merveilleux. Je me faufile, et effectivement, au milieu, il y avait le fameux Jean-Paul, qui était torse nu, et qui faisait un numéro absolument incroyable de leveur de poids, sans aucun accessoire, comme ça, en mimant. Il était admirablement foutu, il avait vraiment un corps d'athlète. Ce que je veux dire par là, c'est que, avant même d'avoir fait des films populaires, des films commerciaux, etc., Jean-Paul était déjà une vedette. Il n'y avait rien à faire. Il y avait plein d'élèves au conservatoire, des très bons, puisque moi je fais partie de la génération Kremer, Claude Rich, Marielle, Rochefort. Il y avait tous ces élèves, et il y avait Belmondo. Étant une amie de toujours, enfin même si on s'est perdu de vue souvent, mais j'ai connu ses parents, j'ai connu sa mère, enfin. Et puis je connais Jean-Paul depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Et nous étions au conservatoire ensemble, on a fait un peu les 400 coups. Et Jean-Paul, c'était notre jeune homme. C'était le jeune homme du cinéma, c'était quelqu'un que j'ai adoré, que j'aime beaucoup encore. Et monsieur Jean-Paul Belmondo, qui est un légionnaire romain de 2e classe. Avec énormément de talent. Belmondo est cantonné au rôle de subalterne, de valet. Mais même dans ses rôles mineurs, il se fait remarquer. Sa personnalité est telle qu'une simple apparition de sa part déclenche l'enthousiasme et parfois les rires des spectateurs. Jouer la comédie dans toutes sortes de registres, il faut être drôlement doué, drôlement fort. Et ça, c'est Jean-Paul. Jean-Paul, c'est un vrai comédien. Il joue tout le temps, Jean-Paul. Il jouait quand il était enfant, il a continué à jouer sur la lancée, et puis il est toujours un enfant. Quand il a envie de rire, il a toujours le même rire, le même sourire. L'espace du théâtre est trop petit pour Belmondo. Les coutures craquent. Pour lui, le métier d'acteur ne s'apprend pas au conservatoire, mais dans la rue. C'est là qu'il y a la vie. Et c'est là qu'on peut se confronter directement au public. En 1955, Belmondo présente le concours de sortie du conservatoire. Il avait adapté l'extrait d'une pièce classique et en avait fait du Belmondo. Feydeau, torpillé par Belmondo. C'est un tabac, une gifle à l'académisme attendu. Mais une fois de plus, il n'est pas récompensé. Porté par ses camarades qui veulent rendre justice à sa performance, Belmondo arrive devant le jury, qui se retire. Piqué au vif, il leur fait un bras d'honneur.
et transforme ainsi son échec en victoire. Son choix est fait. Ce sera le public. On a connu la même formation classique, avec un exercice de diction que personne ne connaît. Du Pernambouc au Potomac, l'Antiquinca, l'Égométex, sa brocante et son bric-à-brac en vrac avec ses pastèques, il n'y a que Jean-Paul et moi qui puissions le dire. À défaut de comédie française, Jean-Paul doit se faire un nom tout seul. Ses premiers pas dans le métier sont hésitants. Un petit rôle dans Sois belle et tais-toi, Les copains du dimanche, film produit par la CGT. Mais ça ne décolle pas. Heureusement, il a des amis. Mon père répétait La mégère apprivoisée. Mon père me dit, dis donc, tu sais, Petruccio, le personnage qu'il joue dans La mégère apprivoisée, a 2 domestiques, on en a engagé un. Il me dit, on cherche le deuxième. Je connais pas quelqu'un. Je dis, écoute, moi j'ai un pote qui est au conservatoire, qui est formidable. Tu devrais l'écouter. Il s'appelle Belmondo. Il me dit, Belmondo, mais est-ce que c'est le fils du sculpteur, qui est un ami à moi? Je dis, oui, c'est son fils. Ah bon, ben, dis-lui qu'il vienne me voir. Donc Jean-Paul y va, passe l'audition et il est engagé. Et au cours des représentations, il se lie d'amitié, et d'une amitié très forte, avec mon père. Il restait en coulisses pour regarder mon père et il avait une très grande admiration et une très grande amitié pour Pierre. En 1958, Oscar, qui révélera plus tard Louis de Funès, le fait exister en tant qu'acteur. C'est le début de la gloire. Jean-Paul Belmondo. Démétrius Ader, détective privé. Non. Horace McTood, poète canadien. Non. Jeff Trotsky, aventurier. Non. Jeff Miller, avocat. Eh oui. Belmondo enchaîne. C'est Mademoiselle Ange, à double tour. Et pour la télévision, Les Trois Mousquetaires. C'est que c'est un gentilhomme qui ne laissera pas maltraiter une femme devant lui. Lâchez cette femme, change-le. Ah, il y a des épées, tant mieux. Je joue encore mieux de l'épée que du bâton. Sans coupure, il change de plateau à chaque scène, goûtant le risque du direct sur l'unique chaîne de télévision, devant des millions de téléspectateurs. Et puis un jour, un jeune homme étrange, avec des lunettes noires en permanence sur le nez, s'approche de Jean-Paul et lui demande de le suivre dans une chambre d'hôtel pour faire des essais. Belmondo croit à des avances, en parle à sa femme, qui lui conseille d'y aller. Ce sera un court-métrage, Charlotte et son Jules. Belmondo trouve pour la première fois un espace de liberté qui lui convient. Je pense que c'était des jeunes gens qui avaient été critiques, qui connaissaient le cinéma par cœur, tout ça. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la Nouvelle Vague, mais c'est juste que tout d'un coup, ils filmaient en liberté, quoi. Ils sortaient des studios, ils filmaient avec des petites caméras. Raoul Cottard prenait la caméra sur l'épaule, ils tournaient avec des équipes réduites, en lumière naturelle. Quand on lui demandait le scénario, il arrivait avec un paquet de gitanes sur lequel était écrit « Voilà, c'est ça l'histoire d'un bout de souffle ». Et Jean-Paul, après, nous disait, qu'est-ce qui me fait chier, ce Suisse, je comprends rien. Son impresario lui avait dit, mais je t'ai eu un film avec Henri Decoing, tu ne vas pas faire un film avec un jeune débile au lieu de faire le film avec Henri Decoing. Puis alors il tourne et il y a juste une lampe qui pend au plafond. Enfin. Puis finalement, ça s'est fait de cette façon-là, quoi. Je trouve que c'est une belle histoire parce que ça raconte assez le cinéma où le fait d'être un enfant, de dire merde aux gens, de dire voilà, je fais un film bizarre, ça s'appelle À bout de souffle, personne ne comprend ce que c'est, le réalisateur il a peur de savoir ce qu'il fait et tout ça, et que ça devient ce que c'est-à-dire que c'est un espèce de monument du cinéma mondial. Je trouve que cette attitude enfantine, elle est finalement très adulte, quoi. Elle est finalement très responsable, très sérieuse. Belmondo l'avouera lui-même. Depuis, je n'ai jamais retrouvé une telle liberté. Je ne me rendais pas vraiment compte au moment, mais il y avait une modernité ahurissante dans son jeu, quoi. Il a apporté une manière de jouer qui était très... qui reposait sur le naturel, sur la décontraction, sur le charme. Jean-Luc Godard, vous savez que Belmondo travaille avec vous dans des conditions qui sont presque celles du reportage, parce que c'est vous, Jean-Luc Godard. Il n'accepterait pas cela d'un autre. Est-ce que vous le saviez ? Je ne crois pas, non. On travaille dans des conditions de simplicité, mais
Oui, je parlais au point de vue scénario. Vous travaillez votre scénario, votre texte au jour le jour. Et parfois, vous ne savez pas la veille ce que vous faites le lendemain, j'ai l'impression, non? Ah ben lui, il aime mieux ça, comme il est aussi paresseux que moi, ça fait moins de travail. Alors il a reçu le succès d'À bout de souffle comme une divine surprise, hein. Il n'y croyait pas lui-même, c'était quelque chose d'incroyable, il y a eu un retour absolument fabuleux. Quand il a fait 2 mois après la sortie d'À bout de souffle la couverture de l'Express, voici venir l'aube du belmondisme, c'était Madeleine Chapzal qui a titré l'édito comme ça, il n'en venait absolument pas. Il était assailli par des midinettes, par les journaux de toute l'Europe. Très vite il a commencé à tourner en Italie. Des grands metteurs en scène italiens, comme De Sica, comme Visconti, s'intéressent à des acteurs français. De Sica fait très vite appel à Belmondo pour jouer un second rôle, mais un second rôle très important auprès de Sophia Loren dans La Ciociara. Et Belmondo va entamer, comme Alain Delon, dès 1960, ce qu'on appelle sa campagne d'Italie. Nous n'avions pas vraiment de plan de carrière. Ce qui nous faisait rêver, c'était le théâtre. On a commencé un peu comme nos ancêtres, c'est-à-dire comme la génération de mon père, on ne prenait pas vraiment le cinéma très au sérieux. Melville, témoin presque anonyme du plateau d'À bout de souffle, s'intéresse à l'acteur. Ce sera Léon Morin, prêtre, le Doulos, et enfin, l'aîné des Ferchaux. Mais Belmondo ne s'amuse pas sur les films de Melville. Melville était un metteur en scène assez impressionnant, assez rude, et Belmondo se laissait pas du tout impressionner par Melville, et Melville, qui était parfois un peu rugueux et qui aimait bien avoir un souffre-douleur sur les films, et là il avait pris Vanel comme souffre-douleur, et Belmondo a très courageusement et très nettement pris la défense de Vanel jusqu'à foutre son poing dans la gueule de Melville, et d'ailleurs il a quitté le tournage de L'aîné des Ferchaux, et c'est un truc assez peu connu, c'est que le film n'a jamais été terminé, en fait. Parce que Belmondo et Vanel se sont tirés. Belmondo a pris Vanel par le bras et lui a dit « Allez, viens Charles, on quitte cet asile de fous ». Et ils sont jamais revenus. Coup sur coup, 2 personnes importantes vont entrer dans la vie professionnelle de Jean-Paul Belmondo et ne plus la quitter. Philippe de Broca et Henri Verneuil. Belmondo est arrivé au bon moment. Avec la fantaisie de Broca et la rigueur de Verneuil, il va faire une quinzaine de films qui lui permettront d'assouvir sa soif de prouesse physique et de rigolade, mais aussi de côtoyer ses pairs, ses modèles, comme Gabin. Moi, j'ai un film que j'adore par-dessus tout, c'est Un singe en hiver. Donc voilà, mais c'est compliqué de choisir dans les films de Jean-Paul, mais c'est un de mes films préférés. Oui, est-ce que c'est l'alliage Audiard, Blondin, Gabin, Belmondo? Les 2 hommes ne vont pas mettre longtemps avant de s'apprivoiser. Il suffira de parler football. Et c'est Gabin qui, le temps d'un film, se fait alors le maître des irrévérencieux de ce singe en hiver. Belmondo devient le digne héritier de toute une génération de comédiens. Avec Cartouche, le dynamisme de Belmondo rejaillit sur son rôle. C'est pour lui un tournage heureux et un succès énorme. Je pense que Cartouche, c'est un de mes premiers souvenirs cinématographiques de jeune spectateur. Et j'avais aimé autant Belmondo que Claudia Cardinal dedans. Le phénomène Belmondo est en marche. Belmondo va pousser le bouchon un peu plus loin avec De Broca. C'est L'Homme de Rio. Le Tintin en Amérique version Belmondo de Broca. Un film de rêve, un film de plaisir, un film de héros et d'exotisme. Comme si Belmondo n'avait pu donner toute l'ampleur nécessaire à son rôle qu'en quittant la vieille Europe, qu'en se retrouvant nulle part, c'est-à-dire dans un pays où il pouvait faire n'importe quoi. Oui, c'est-à-dire que Jean-Paul était l'acteur rêvé pour Philippe, parce que Jean-Paul adorait l'aventure, adorait les cascades qu'il voulait faire lui-même, et il aimait ne pas être limité par une manière de jouer la comédie, très, comme il l'a fait plus tard quand il jouait un prêtre, par exemple. Bon, mais alors que là, avec Philippe, il se défonçait. Il faisait vraiment... c'était 2 enfants. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, maintenant, va autre chose. Oh là, oh là, oh là, oh! Allez-vous-en! Oh, les vaches! Voilà comment j'ai commencé à tourner ce qu'ils appellent un film calme. Tranquille, reposant,
Mais quand même, avouez, là, vous avez eu peur. J'aimerais vous faire avouer que vous avez eu peur. Oui, mais je vous dis, je me prends pas pour Superman, et je vous dis qu'à chaque fois que j'ai fait ces choses-là, j'ai quand même eu peur. Mais je crois que ce qui m'a aidé, justement, à faire tout ça, c'est l'ambiance qu'il y avait dans cette équipe. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que je ne le ferais pas pour un autre film si je m'entendais pas comme je m'entendais avec les gens dans ce film. Là, de l'opérateur jusqu'au metteur en scène de Broca, on s'entendait comme larron en foire. Et il y avait un enthousiasme qui se dégageait de toute l'équipe. Alors, j'étais un peu porté. Bref, un rôle reposant. Alors là, je leur dis, vous m'avez eu, je marche plus, je rentre. Ils me disent non. Je dis bon. D'autant plus qu'ils ajoutent, l'action va se tasser. Une fois de plus, Belmondo ne s'accommode que d'une atmosphère détendue sur un tournage. Il marche à la bonne humeur, à la compagnie de gens qui, comme lui, ont envie de rire et de passer du bon temps. Je ne te l'ai jamais dit, Marie-Héloïse, je suis un nain. Eh oui, c'est ma sœur. Quand je fais un film avec Jean-Paul, je m'excuse, j'ai pas l'impression de travailler. On plaisante, on rit. Il passe son temps à chahuter, je crois que ça doit le mettre en condition. Oh, mais personne ne répond donc à ce petit téléphone. Oh, enfin tout de même, allô, oui, ma chérie. Oh, bah qu'est-ce qu'il... Écoutez, j'étais là il y a 2 minutes. Ah, oui, mais j'étais là, bah attends, mais foutez-moi le camp, foutez-moi le camp. Oh, mais t'as sonnant celui-là, quoi. Cet esprit bon enfant, cet esprit de troupe qui a fait école, se retrouvera dans les films de Belmondo jusqu'à devenir quasiment une marque de fabrique. Ils ont tout eu, quoi. L'amitié, dès le conservatoire, travailler encore 30 ans ou 40 ans après, avec les mêmes encore. Sa fidélité en amitié, c'est son tempérament généreux, passionné, totalement professionnel. Non, j'aime beaucoup. On devenait amis avec lui très facilement. Il était ouvert, il était un homme simple. Il rigolait comme tout le monde, quoi. C'est comme on faisait sans être acteur. Il tourne un film, alors je crois que c'est Les Mariés de l'an 2, et qui se tourne en Bulgarie ou dans un de ces pays-là, derrière le rideau de fer. Au cours d'une soirée, mon père dérape un peu. Et quand mon père dérapait, il faisait quand même pas mal de poussière. Bref, il se fait arrêter par la police. Et il est embarqué par les gendarmes derrière le rideau de fer. Et le lendemain matin, les gendarmes raccompagnent mon père à l'hôtel, convoquent la production et disent on est désolé, mais M. Brasseur est expulsé du pays. Donc mon père monte dans sa piole, il fait son bagage, et puis il dit quand même, avant de partir, je voudrais dire au revoir à tout le monde. Il va dire au revoir à Jean-Paul. Jean-Paul le reçoit dans sa chambre, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit écoute, Jean-Paul, je te présente mes excuses. J'ai fait le con hier soir, je suis viré. Bon. Et mon père descend dans le hall, prêt à s'en aller. À ce moment-là, Jean-Paul descend, tout habillé, avec un manteau et une valise à la main. Et mon père dit au revoir à tout le monde en présentant ses excuses. Et Jean-Paul aussi fait la tournée comme ça en disant au revoir à tout le monde. Alors évidemment, tout le monde dit qu'est-ce qui se passe? Et inutile de vous dire que c'était une coproduction. Et Jean-Paul dit écoutez, ça ne correspond plus du tout à mon contrat. Parce que moi j'ai signé un contrat avec M. Brasseur comme partenaire. On m'a dit qu'il s'en allait, alors je pars avec lui. Inutile de vous dire qu'il y a eu quelques instants de palabre, de surprise. Et mon père a été autorisé à rester, et voilà. Jean-Paul est comme ça. C'est sa nature d'égrener ses tournages de tours et de blagues. Sur la plupart de ses films, il est la terreur des hôteliers. Des histoires de déconnades incroyables sur le Magnifique. Sur le tournage au Mexique, Belmondo fête ses 40 ans. Il fait une fête à tout casser, mais au point de tout casser qu'ils vont casser les vitres de l'hôtel de luxe dans lequel il loge, enfin lui et toute l'équipe, et qui vont balancer les clients de l'hôtel qui malheureusement passaient par là, ils vont les balancer dans la piscine. Certains clients ne savaient pas nager, se sont mis à hurler dans la piscine. Il a fallu que la sécurité, le SAMU local, etc. arrivent, enfin les extirpent de l'eau, enfin c'était absolument incroyable. Il y avait une note monstrueuse. Belmondo, le lendemain, dessoulé, dégrisé, arrive tout penaud auprès de la direction de l'hôtel, et la directrice de l'hôtel, c'était une femme, l'accueil, grand sourire, écoutez, j'espère que vous avez passé, monsieur Belmondo, une agréable soirée ici. Non, c'est pour l'établissement. Ah non. Je ne pensais qu'on a été au maximum.
Ça peut déjà vous aider. On a été au maximum de faire des conneries, et quand je dis au maximum, à la limite du procès. Hein. Quand tu commences à lire, tu t'approches d'elle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute, arrête de me regarder comme ça, enfin. Je vois tes paroles. En général, les gens qui font ce genre de film sont des gens qui aiment bien rigoler, alors on travaille en s'amusant en même temps. Et heureusement, parce que si tous les films fallait faire la messe en les jouant, ce serait pas marrant. Oh non, 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 non! Oh là là! Non, ce terrain est une enclave française. Il sert à l'entraînement d'une équipe inédite et d'ailleurs non homologuée par la Fédération bouliste. Touchez pas! Touchez pas! C'est bon ça, c'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a des spectres ici, c'est fou, ce qui se passe dans cette maison. Ouais, c'est très étrange. C'est toute notre vie, les farces. On tournait Borsalino avec Delon, on est passé devant le port, je lui dis sans sac que tu te jettes pas dans le port. À peine, il était dans le port, tout habillé. Et Delon, il n'a pas bien compris l'histoire du Paris. Ah, bah, j'ai dit, c'est comme ça. Il me dit, son costume et son costard, il en a pour plus de 300 sacs. Pour 100 sacs, on est prêt à tout. On tournait en Grèce, le CAS. Et il n'y avait pas de télévision. À la télévision, ils n'avaient pas le combat. Alors, sans dire à la production, ni au metteur en scène, ni à personne, on a pris un avion privé. On a pris avec nous les maquilleurs, les habilleuses, etc., pour faire tout ça en revenant. Parce qu'étant donné que on savait que le match finissait vers 5h, 6h du matin, et qu'on devait tourner à 8h30 à Athènes. Alors on s'est dit, il faut absolument qu'on soit habillé et tout prêt à tourner quand on arrive. Aujourd'hui, dès qu'une journée de tournage est terminée, ou bien dès que le rideau tombe au théâtre, tout le monde se sépare, appelle salut, à demain, quoi. Alors que quand j'ai débuté au théâtre, il était où tu vas bouffer? On va bouffer ensemble. Ouais, j'ai rendez-vous avec des copines. Viens. Bon, enfin, on se quittait pas. Belmondo fait à l'écran ce que tout le monde rêve de faire. Il érige l'impertinence en mode de vie et donne l'impression que tout est facile. Jean-Paul, c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de concentration. Il rigolait, il s'amusait, il disait des conneries et tout ça, et on disait moteur, hop. Et puis ça part. Et on part très vite pour pas gâcher de pellicule. Et sa concentration, il la trouve après le clap, hein, pas avant. Hein. Dans Haut, quand il est devant le flic et puis il dit, voyez pas que je suis un pauvre mec, et puis qui pleure et puis quelque chose. Eh bien, 10 minutes avant, on jouait au ballon. Excuse-moi. Là. Il sait parfaitement où il en est par rapport au film. Juste avant, il est en train de parler de boxe, de copains. Il n'apprend pas ses textes, par exemple. Il les apprend très vite, mais il ne les apprend qu'au moment où on met en place, à toute vitesse, comme ça. Il a bien sûr lu profondément le scénario, mais profondément, je sais même pas. Faudrait lui demander, d'ailleurs. Je crois pas qu'il y ait un acteur au monde qui puisse venir sur un plateau sans savoir ce qu'il tourne. Ça serait alors vraiment un métier très facile. Qu'est-ce que vous faites entre les prises? Rien, j'admire la mer. Pierrot le Fou, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est un film magnifique de liberté, d'audace, de poésie, voilà. Moderne, car imparfait. Donc, forcément révolutionnaire. Il y a quelque chose de fondamental chez Belmondo, qui est le plaisir du jeu, c'est-à-dire qui est le plaisir de la comédie pure. Il a vraiment inventé une façon de jouer, quoi. Et donc après, il y a des gens qui peuvent imiter cette façon de jouer. Mais il a vraiment inventé quelque chose. Tout part de l'intérieur pour un rôle. Mais je suis contre aussi, vous voyez, toutes les histoires d'acteurs studio où les types se prennent la tête dans les mains et disent je suis un arbre, je suis une pomme, je tombe. Enfin tout ça, alors j'y crois pas du tout. Parce qu'il y a ça chez Jean-Paul Belmondo, il y a le fait de jouir, quoi. Il y a le fait que le jeu, c'est jouir. Et être acteur, c'est faire des actes, mais comme un enfant. Et d'ailleurs, dans le mot jouer, il y a le double sens. On joue une scène et puis on joue comme un enfant joue. Et je crois que la seule chose importante quand on tourne, c'est de garder cette générosité et ce plaisir, parce que c'est ce qui se communique. On peut écrire ce qu'on veut sur une scène, s'il n'y a pas de générosité, si ça ne se passe pas bien ou s'il n'y a pas un minimum
de don de soi, il n'y a rien qui passe. J'ai été élevé, moi, Jean-Paul Belmondo, je l'aime, il le sait, je le respecte, je ne fais pas du Jean-Paul Belmondo, je viens juste voir le mec qui m'a donné envie de faire ce cinéma, de faire du cinéma populaire, d'être libre et de s'en foutre un petit peu plus chaque jour. Cette joie de jouer, il l'exprime dans des registres très variés. Il y a une telle effervescence, une telle créativité dans le cinéma européen et a fortiori français, qu'il est royalement servi, je dirais. Bon. Et il alterne, il a cette chance incroyable, il a ce flair aussi formidable d'alterner des films, de purs films de divertissement. Je pense par exemple à des films de Broca, mais qui sont aussi des films d'auteur, mais des films vraiment d'évasion, comme L'Homme de Rio, qui lui fait découvrir un peu son rapport à la cascade, à son physique, ou Les Tribulations d'un Chinois en Chine, avec des films, plus spécifiquement des films d'auteur, hein, les Godard. La même année, il faut se rendre compte, Belmondo tourne Pierrot le Fou et Les Tribulations d'un Chinois en Chine, qui marchent l'un et l'autre. Donc il est un peu en état de grâce. Il tourne en 66 Le Voleur, qui est un film de Louis Malle, qui ne s'adapte pas totalement à la personnalité de Belmondo. C'est un vrai film d'auteur. Belmondo rentre dans l'univers un peu amer, désillusionné de Louis Malle. Et il fait une création absolument remarquable. Le public le reçoit assez mal, ce film. Pourquoi ? Parce qu'il n'y retrouve pas le Belmondo qu'il aime, le Belmondo des cascades, le Belmondo truculent. Il est beaucoup plus sombre dans ce film. C'est ce que je dirais le Belmondo, je l'appellerais le Belmondo première manière, hein, ce Belmondo-là. C'est-à-dire gouailleur, mais avec une certaine amertume, un certain désenchantement, qu'on ne va plus retrouver par la suite. Le Voleur marche pas formidablement. 3 ans plus tard, il fait La Sirène du Mississippi, où Truffaut va encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il inverse la mécanique des rapports amoureux avec Catherine Deneuve. Belmondo joue un peu le rôle de la femme, entre guillemets, et Deneuve, celui de l'homme. Ça va foncièrement déplaire au public de Belmondo. Le film est un échec retentissant. Et Belmondo va entendre parmi le public des réactions qui vont le refroidir complètement. Ouais, c'est quoi ce mec qui se laisse avoir, qui se laisse mener par le bout du nez par une femme? C'est inadmissible, on ne retrouve pas le Jean-Paul qu'on aime. Et ça va tellement le marquer, ça va avoir une incidence directe sur sa ligne de conduite professionnelle, hein, sur la suite de sa carrière. Belmondo va refuser, par la suite, de tourner des rôles de lâche, entre guillemets, ou de faible. Les 2 plus grandes stars du moment vont alors se rencontrer. 2 monstres sacrés. Delon, Belmondo, pour Borsalino. Aux États-Unis se tourne Butch Cassidy et le Kid, avec Redford et Newman. Et ça, c'est l'idée de Delon, de transposer en France le concept du film de copain. À l'époque, c'est la réunion des 2 stars numéro 1 du cinéma français. Ce qui était très troublant dans Borsalino, c'était la différence des 2. L'un est décontracté, solaire, et que l'autre est fermé, romanesque. Alain qui était la gravité avec ses yeux couleur ardoise, ses cheveux gominés. Jean-Paul qui était lumineux, qui n'avait pas envie de s'installer, de se poser dans la richesse, etc. Là, il y avait une grâce. Belmondo et Delon ont une grâce. Les autres ont autre chose. Depardieu, c'est Depardieu, immense acteur. J'ai tourné avec Gérard. Mais quand vous voyez Delon et Belmondo sortir de la mer dans Borsalino, il se passe quelque chose. Les 2 ensemble, elle n'aimait pas être derrière. Surtout moi avec mon 1m60, à part ramener les verres et allumer les clopes. Sortait de la douche, il se mettait juste le truc comme ça, il y a paire d'abdos. Et tout le monde fait, ouais, évidemment, moi, il va falloir plutôt que je travaille dans le short. Parce que je suis quand même le seul à avoir des maillots courts. N'importe qui, vous pouvez les mettre à Georges Clooney, n'importe qui, personne ne le tente. Personne ne l'a tenté d'ailleurs. Succès énorme pour un film aux allures de classique. Belmondo, en 70, il est un petit peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il se demande s'il y a une bonne formule. Pour rester dans les meilleurs, il doit se donner entièrement à ses rôles. Et sa volonté indéfectible de ne pas tricher va le conduire à prendre tous les risques pour satisfaire les spectateurs. Cette prise de risque prouve à la fois son implication totale dans un projet et l'adéquation parfaite avec les personnages qu'il incarne. Parfois dramatique, mais ça n'est pas tragique, c'est très réaliste. Et puis il y a Jean-Paul Belmondo. Can you keep up with this kind of action? Then catch the burglars. Dans le casse, il y a des cascades invraisemblables que Jean-Paul a toutes réalisées lui-même. Bon, il avait une scène, je sais pas, il sautait sur un tramway. Je disais, mais pourquoi tu fais tout ça? Laisse quelqu'un faire ça? Tu peux tomber, tu peux te casser la gueule.
essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas lui qui doit faire ça, Belmondo, insensible à tous les arguments. Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif. Action like no movie ever caught before. Il y a de tout dans cette décharge. Quelque chose qui dépasse. On ne sait pas, c'est un pieu, un bout de ferraille. C'est lui qui a exigé de refaire une prise qui n'était pas bonne. Et alors que Verneuil était pour stopper toutes les opérations, c'est lui qui a recommencé. Il n'a peut-être pas envie qu'on en parle, mais moi, ça m'avait ému. Il devait faire une cascade très importante dans le casse. Il était devant moi, il devait sauter dans le vide. Et il me regarde, il me dit « Je le fais pas, je me sens pas en jambes. » C'était étonnant. Tu vois, les accidents arrivent comme ça. Et il a dit à Verneuil, on coupe le frein de main. Jean-Paul. C'est un acteur physique qui repousse sans cesse ses limites pour le plus grand plaisir du public, qui le lui rend bien. Alors, ils ont réquisitionné une station de métro. Où il y avait des chefs de gare, mais des vrais, quoi, qui étaient là pour faire marcher les trains, les métros, etc. Et ils tournent cette fois, où ils courent, là, ils sautent. Et entre deux prises, il y a un chef de gare de la station, je sais pas quoi, qui dit à Jean-Paul, « Ah, M. Belmondo, c'est costaud, moi, je vais vous dire... Ben tiens, pour 100 millions, ben, je fais pas ça. Et Jean-Paul lui a dit, moi non plus. Insensible au vertige, insensible à quoi que ce soit, il était capable vraiment de se désincarner. Il n'avait plus de réaction humaine. C'était un autre homme, là c'était Superman. Jean-Paul Belmondo, avec Peur sur la ville, exécute lui-même toutes les cascades de son personnage, comme s'il n'existait plus de frontière entre lui et celui qui l'interprète. Moi, je sais qu'en tant que spectateur, j'aime bien suivre et voir que c'est l'acteur qui est là. Il a dit, j'ai envie de faire ça. Je lui ai dit, écoute, personnellement, je trouve ça trop, parce que tout de même, il y a les accidents peuvent se produire, mais ça, alors, avec Jean-Paul, c'est exactement ce qu'il fallait lui dire pour le décider. C'est ça qui fait la poésie de Belmondo. Cette faculté de dédramatiser au moment où il joue avec sa vie. Ce pouvoir de nous faire croire que la mort n'existe pas. Sans jamais se regarder, il visite des mondes insoupçonnés qu'il partage avec nous. Univers de rire, de délire, de clown. Si vous croyez que c'est être acteur que de se pendre à un hélicoptère dans un caleçon à pois rouge, et lui disait, mais vous pouvez pas savoir le plaisir que je prends. Vous lui apportez un sujet avec des 1000 cascades, il va sauter d'une fenêtre à l'autre. Il lit pas le sujet, il lit les cascades. C'est un extravagant. Bebel est un extravagant. Un incorrigible, enfin, on lui faisait tout faire. Hein. Ce garçon, des capes, des machins, moustaches, plus de moustaches, des barbes. Non, mais il aime ça, attention. Il y a un côté il y a un frégoli qui se sommeille chez Jean-Paul. Inclassable, impertinent, il est à contre-courant. Incarnant des valeurs de liberté dans la société en mal d'émancipation des années 60, le cœur ballant dans les années 70, les années d'entre-deux, il incarne le policier ou le trublion. Dans tous les cas, il est le héros. Héros pour tout le monde. Héros de la France. Héros que chacun s'accapare. On a envie d'être son ami, on a envie d'être son frère, son fils, on a envie d'être son copain, quoi. Je le voyais avec une casquette en train de jouer au football, je le voyais au premier rang des combats de boxe, je le voyais avec des femmes sublimes, quoi. Et t'avais l'impression qu'il était comme dans la vie, comme dans les films, qu'il pouvait sauter dans une décapotable et d'un coup se retrouver à l'autre bout du monde, les pieds dans le sable. On prend l'avion pour aller, le Concorde, pour aller à New York voir boxer Cassius Clay. Hein? L'avion a un moteur qui tombe en panne et le Concorde, quand il a un moteur qui tombe en panne, il se met debout. Il y avait quand même 70 personnes dans l'avion, je pense, à peu près.
Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les 70 personnes sont venues sur Jean-Paul pour dire « Mais faites quelque chose, monsieur Belmondo ». Petit à petit, il s'est composé un personnage qui était assez proche de lui-même, finalement, et qui a fini par devenir plus important que son travail d'acteur. La machine Belmondo devient une industrie. Il suffit de son simple nom pour assurer un succès. On attend le suivant comme le prochain James Bond. Belmondo, l'acteur, est devenu une marque. Tout d'un coup, on sent c'est le même type de film, quasiment les mêmes réalisateurs, le même type de personnage surtout. Alors des fois c'est un peu noir, des fois c'est un peu plus comédie, des fois c'est les deux ensemble. C'est la période flic ou voyou. Une énorme affiche de Jean-Paul avec le cigare, la casquette aux places de Clichy, je me souviens, et on allait voir tous les derniers Belmondo. Et puis il y a tout un système de communication qui s'est mis en place et qui occupe les écrans, les affiches, tout ça. Et puis même un système d'affiches précises, c'est quasiment toujours le même type d'affiche. Tout d'un coup, je crois que c'est à partir de Peur sur la ville, où son nom est écrit toujours dans les mêmes caractères. Il n'y a plus de prénom, il n'y a que le nom, Belmondo. C'est quand même un monument, Belmondo. Comment on peut lui tourner le dos? Belmondo, si un jour vous vous rendez compte que vous vous contentez d'être Belmondo dans les films et non plus d'incarner le personnage, ça serait grave, non? Ah oui, ça serait grave, ça serait triste surtout, parce que je trouve que le métier d'acteur, c'est très joli, et si on joue son personnage à soi tout le temps, c'est plus drôle. Ce qui est bien, c'est d'être justement un matin, je sais pas, un boucher, le lendemain, être un directeur d'usine. La sortie de l'As des As, c'est vrai que c'est peut-être le summum de la machine, du rouleau compresseur Belmondo, Cerrito, René Château. Le réalisateur de La Grande Vadrouille avec la star préférée des Français, ça fait forcément... Alors, ils occupent l'espace beaucoup, à la fois sur les affiches, dans les salles, tout ça. Et à ce moment-là sort un film qui marque le retour de Jacques Demy, qui est Une chambre en ville. Il a eu beaucoup de mal à le faire, le casting a changé, tout ça, et ils sortent le même jour. Donc forcément, le film de Jacques Demy, qui est une comédie musicale, engagée, sociale, marche pas. On a été appelé pour signer une pétition pour défendre Une chambre en ville. Et qu'à l'arrivée, elle s'est retournée contre une condamnation du film de Gérard Houry avec Belmondo. Mais c'était pas le but. Hein. Enfin, moi, il me semble que si on nous l'avait présenté comme ça, on l'aurait pas signé. Il a répondu une lettre signée par Gérard Houry et lui, où il invoque à la fois Cocteau et... en disant... et Bernanos aussi, je crois, qu'il y avait à la fin attention, les ratés ne vous rateront pas. Et Cocteau, je ne sais plus ce que c'était, toutes les têtes qui dépassent, ils vont les couper. Et ça s'adressait lettre aux coupeurs de tête. On fait un métier pour divertir, point. On n'est pas là pour se faire du mal, pour s'ouvrir les veines ou pour plaire à 5% de mecs dans Paris. Non, on est là pour les gens, on est là pour faire du spectacle, leur donner des... Alors on peut faire des belles choses très différentes, mais... Tout le monde pense qu'on a délivré des messages, qu'on va aider le monde. Moi, je fais des films pour distraire les gens et ça s'arrête là. Donc, quand je les tourne, j'aime bien aussi les tourner dans la bonne humeur. À un moment donné, il a été rattrapé, je crois, par sa renommée, les succès, le box-office, la vie confortable que ça donne, le plaisir d'être la star numéro 1. Je pense que l'évolution de Jean-Paul, avant tout, elle était dans la générosité, quoi. C'est que on allait voir Jean-Paul Belmondo parce que ça fait du bien. Une espèce de messie du plaisir. Il n'y a jamais eu, en plus, dans sa tête, autre chose, une autre prétention, puisqu'en plus, il avait fait quand même des films de la Nouvelle Vague, il a été quand même... il a eu quand même tout ce qu'on pouvait désirer. Les gens l'oubliaient vite. C'est-à-dire, quand on voyait le Marginal ou des choses comme ça, on disait « Ouais, OK, il va jouer des mécaniques. » Et alors, c'est du plaisir. La formule des polars, qui avait pris le pas sur tous les autres genres de films, polar un peu gouailleur, un peu comique dans le cas de Belmondo, eh ben ça s'use. Ça finit tout simplement, le filon finit par s'épuiser. Et puis parce que la télé prend le relais. En fait, on arrive à une époque où va se monter sur TF1 notamment des séries comme Moulin, comme Navarro, après Julie Lescaut. Donc en fait, le public de Belmondo vieillit avec son interprète fétiche et les gens préfèrent rester à la télévision, voire gratuitement, des séries policières qui ressemblent de plus en plus aux films, qui sont de plus en plus des produits réalisés pour Belmondo, l'acteur, mais aussi un petit peu la marque Belmondo. Belmondo n'est plus tout à fait au diapason du cinéma. C'est alors qu'il incarne un homme qui quitte tout pour se retrouver. Rôle qui correspond parfaitement à l'image que le public veut se faire de lui à la fin des années 80.
l'itinéraire d'un enfant gâté, que je trouve un film très intéressant. Et Belmondo est extraordinaire. Je pense que c'est son dernier grand film, d'ailleurs. Quasiment. Cet aventurier barbu qui va s'envoler pour l'Amérique, vous l'avez reconnu, c'est Jean-Paul Belmondo. Claude Lelouch l'emmène faire le tour du monde pour les besoins de son nouveau film, L'itinéraire d'un enfant gâté. Et pour meubler les interminables heures d'attente dans les aéroports, ensemble, ils tournent une courte séquence, sorte de prologue à ce long voyage, une manière élégante aussi de célébrer leur retrouvaille. Mais on sentait qu'il y avait un truc qui se passait, en tout cas que les gens qui aimaient Belmondo, ils allaient forcément aimer ce film-là. Parce qu'il y avait quelque chose de... Il échappait justement à la machine, il avait les cheveux poivre et sel, il avait la barbe, il y a un truc de vieux baroudeur qui revient, qui était très... Et puis l'histoire même était séduisante d'un mec qui a décidé de fuir tout pour réinventer sa vie. Donc quelque part, c'est une belle métaphore de ce qu'était Belmondo à ce moment-là aussi. Belmondo a toujours été, pour moi, un acteur avec un grand charisme, un grand charme, et un grand sens d'humour, et naturellement, une énorme vitalité. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils avaient l'impression qu'il y avait une harmonie réelle entre le personnage et Belmondo. Il avait accepté un film sans lire le scénario, puisque Lelouch lui avait fait comme d'habitude, il lui avait raconté l'histoire, mais il n'y avait pas de vrai scénario. Et je pense que c'était la première fois depuis longtemps que Belmondo se retrouvait confronté à cette expérience. Alors Lelouch était à genoux sur la caméra et lui soufflait les répliques qui ne connaissait pas 30 secondes avant. Et Belmondo les disait, mais avec à la fois un naturel incroyable et puis un plaisir immense, tout d'un coup, d'être confronté à cet exercice-là. Passé le moment de la reconnaissance du public, ne lui manque-t-il pas une vraie reconnaissance artistique ? Vous savez, je crois qu'entre le théâtre et le cinéma, Pierre Brasseur avait dit un jour une chose très belle. On lui demandait s'il préférait le cinéma ou le théâtre. Il avait répondu, c'est comme si vous me demandez si je préfère mon père ou ma mère. Mais je crois que c'est un petit peu les mêmes rapports et je suis d'accord avec lui. La machine à faire des entrées ne rêve-t-elle pas de revenir à ses premiers amours ? Car après tout, le cinéma n'est pas un art classique, au contraire de la sculpture telle que l'a pratiquée son père. Celui-ci lui a dit un jour, « Quand reviendras-tu à ton vrai métier ?» Quand il a commencé à refaire du théâtre, j'étais la première à être là, au Théâtre Marigny. Tout d'un coup, le Belmondo qu'on connaissait n'existe plus et on retrouve le Belmondo du départ. Pour assouvir sa soif de théâtre, Belmondo choisit d'incarner une personne qui représente l'acteur dans toutes ses dimensions. Keane. C'est toutes les facettes de Belmondo. C'est le personnage Somme. Comme s'il avait besoin, pour rattraper le temps perdu, de jouer tous les personnages en un seul. C'est justement dans ce moment où Jean-Paul Belmondo quitte Bébel et revient aux racines de son métier qu'il reçoit la récompense suprême au cinéma. Le gagnant est Jean-Paul Belmondo. Dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Jean-Paul, parcours impeccable, parce que cours de théâtre, conservatoire, il voulait rentrer au français, il est repéré par la Nouvelle Vague, il revient à un cinéma classique, du cinéma français important, il retourne au théâtre, un acteur. Il a fait une carrière qu'il a complètement choisie, qu'il a complètement organisée à son idée, et qui est une carrière proprement exemplaire. Une fois de plus, Belmondo ne sera pas là où on l'attend. En fait, il ne fait confiance qu'à une seule chose, son public, celui qu'il a retrouvé au théâtre, peut-être celui qu'il avait perdu au cinéma. Dès lors, c'est Cyrano, puis Tailleur pour dames, La puce à l'oreille, et enfin, Frédéric ou Le boulevard du crime. On a joué Cyrano pendant plus d'1 an et demi, et au Marigny, Jean-Paul se sortait, il avait quand même 1450 vers, hein. C'est pas n'importe quoi, jouer Cyrano. Il arrivait dehors, il y avait autant de gens dehors que dans la salle. Keane et Cyrano, ils volaient comme ça. Mais Cyrano est beaucoup plus difficile que Keane, quelque part, parce qu'il y a 1200 vers et qu'il y a une tradition. Ouais. Et il était extraordinaire dans Cyrano. Il était tellement évident qu'il n'avait pas besoin de faune. La parenthèse théâtrale fait presque croire que Belmondo a pris trop de recul avec le cinéma. Depuis qu'il a arrêté les cascades, l'acteur se cherche un nouveau terrain de jeu cinématographique.
il a renoué avec la tradition des grands acteurs du cinéma français, genre les Jules Berry, les Michel Simon, les Rému, ce qu'on ne pouvait pas prévoir au moment où on l'a vu dans À bout de souffle ou dans Pierrot le Fou. Il y a des acteurs qui vont en retraite, mais si les rôles continuent d'arriver, des rôles intéressants, on continue. Dans ces rôles respectables, le public ne reconnaît pas le bébel qui le ravissait. Ou alors, que trop. Quand on a fait Une chance sur deux, c'est un petit peu comme... toute proportion gardée, c'est un peu comme si on s'excusait auprès d'eux d'avoir fait les spécialistes 20 ans auparavant, ou 15 ans, ou je ne sais pas combien de temps auparavant. Quand on a écrit le scénario d'Une chance sur deux, on s'est dit, si on fait un film au premier degré, on est mort. C'est-à-dire que si on n'exploite pas, si on n'attire pas ces acteurs-là dans l'autodérision, ça va pas aller, quoi. Il faut qu'il y ait de l'autodérision. Mais on savait absolument pas s'ils étaient d'accord pour aller dans cette direction-là. Alors qu'ils ont beaucoup d'humour sur eux-mêmes, beaucoup d'ironie, d'autodérision, et on aurait pu aller 40 fois plus loin, quoi. Mais j'ai pas osé. Et là, aujourd'hui, avec le recul, mon grand regret, c'est de pas avoir été plus loin, quoi. L'humour qu'ils ont sur eux-mêmes, ils étaient très, très clients de ça. Ils étaient tellement clients que je me souviendrai toujours... Jean-Paul Belmondo, un jour, il me dit, j'ai pensé à un truc, c'est que quand même, ce serait marrant qu'à la fin, il soit dans l'hélicoptère, il me balance une échelle de corde et je monte à l'échelle de corde. Je l'ai déjà fait. Il me dit, j'adorerais faire ça à nouveau, quoi, pour faire mes adieux au musical, pour le faire une dernière fois, et puis avoir du mal à monter, puis que l'autre se foute de ma gueule. Enfin, et c'est lui qui m'a proposé ça. C'est lui qui m'a dit, vous ne pensez pas? Et moi, pour moi, c'était du pain béni, parce que jamais, par respect sans doute, jamais j'aurais osé lui dire, ah Jean-Paul, pensez à un truc rigolo. Delon vous balance une échelle de corde, vous êtes en voiture, vous grimpez, vous dites, oh non, il ne va pas encore me balancer une échelle. Voilà, hein, ce serait marrant. Et jamais j'aurais osé, quoi. Mais Une chance sur deux est un échec. Belmondo et Delon ne sont pas parvenus à se réinventer. Il y avait clairement un désaveu du public. Ça faisait 3-4 films qu'il faisait qui n'avaient pas marché. Ça le blessait beaucoup parce qu'il avait tellement été un emblème, un synonyme de succès. Il faisait son film, il y avait des millions d'entrées. Il faisait n'importe quoi, il faisait un film merdique, il y avait beaucoup d'entrées. Et donc du coup, je crois qu'il était un peu affecté par ça. Et je pense qu'il a fait peut-être en se disant allez merde, je fais un film bizarre parce que j'en ai marre de faire des films qui vont soi-disant marcher, qui marchent pas. Et qu'il avait envie de faire un film avec un jeune réalisateur. Et qu'il y a un côté comme ça, pied de nez, chez Jean-Paul Belmondo qui est super fort. Il a eu envie de dire « Je suis encore un enfant, arrêtez de me faire chier ». Cédric Klapisch crée la jonction entre la génération d'acteurs qui l'a fait rêver et celle qui l'a fait connaître. Il a vraiment ces deux images-là en tant qu'acteur. Il y a le côté grosse guignolade, comme un enfant qui rigole et qui a envie de faire le con. Et puis, il y a le côté force physique. Et ce qui est très fort dans sa personnalité, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Non. Commence mal. Ce film-là, il marque vraiment le dernier moment où il est super en forme, quoi. Et donc, c'est un film qui marque quelque chose, quoi. Symboliquement aussi, parce que ce film, bizarrement, parle de tout ce qu'il a été, de toute sa carrière, de cette ambiguïté entre le fait d'être un enfant et un adulte. C'est super émouvant de travailler avec quelqu'un comme lui. C'est émouvant parce qu'on se dit qu'est-ce que ça sera triste quand il va disparaître et qu'est-ce que c'était génial d'être avec lui pendant qu'il était là, quoi. Mais le Klapisch n'attire pas les foules, pas plus que ses retrouvailles avec Lautner et De Broca. Quand Fechner a eu cette idée de faire aujourd'hui un film avec Delon et Belmondo, il trouvait ça sensationnel, il m'en parle, je trouve ça formidable. Très bien, quand est-ce qu'on s'y met?
Et on n'a pas vu plus loin que le bout de notre nez. Mais il se trouve que le public, les gens qui vont au cinéma, dans les salles de cinéma, en 98, ils s'en foutaient en 99, ils s'en foutaient de Delon et Belmondo. Ça leur disait pas grand-chose, quoi, voilà. C'était un film fait pour passer le dimanche soir à la télé. Et pas fait pour sortir un mercredi à 14h. C'est ballot. C'est dans des moments comme cela que je mesure combien je suis loin. Combien j'ai franchi de portes, de grilles, de tourniquets. À quel point je suis dans un autre monde. Victime d'un accident vasculaire cérébral grave, le 8 août 2001, Jean-Paul Belmondo va mener le combat le plus difficile de sa carrière. S'armant de patience et de courage, il met tout en œuvre pour se reconstruire. Après 7 longues années de parenthèse cinématographique, il revient. Le temps d'un film. Pour tous les acteurs qu'on aime, on a envie qu'il y ait un grand film qui marque la fin, voilà. Après, la vie est plus compliquée que ça. Enfin, on voit bien quand même qu'il a été victime d'un accident cardiovasculaire. Enfin, c'est pas aussi simple que ça non plus, j'imagine. On voit bien sur L'homme et son chien, c'est quand même compliqué, quoi. Il y a une image de lui qui est pas tout à fait celle que les gens ont en tête, et du coup, c'est compliqué, je pense, dans la tête des gens, d'admettre un Belmondo un peu amoindri, un peu. C'est en même temps une immense marque d'affection. Puisque les années passent, vous avez remarqué, quels sont les derniers qui nous restent, les derniers dinosaures, ceux qui étaient dans Jurassic Park il y a quelque temps, et puis qui, les uns après les autres, disparaissent. Ils sont plus si nombreux, hein, franchement. Il y a eux, en tout cas. Il y a Belmondo, c'est vrai. Il y a Delon, c'est vrai. Il n'y en a plus, quoi. Donc profitons-en. Je crois qu'on est nostalgique, que ce soit Jean-Paul ou Alain et moi, de cette période-là, de ce cinéma-là, qu'on retrouvera peut-être jamais. Ça a été une époque. Il faut accepter qu'elle est révolue. Jean-Paul Belmondo nous a offert non seulement ses 86 films, ses cascades, ses succès, son rire et ses facéties, mais surtout, il nous a légué une désinvolture et une impertinence rafraîchissante, un art du contre-pied qui ont traversé en un demi-siècle tous les styles et qu'il est important de perpétuer, tant tout cela nous manque aujourd'hui. On aime ou on n'aime pas, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura un second De Gaulle? Non, je ne pense pas. Eh bien, il n'y aura pas un second Belmondo. Tant pis pour les autres. Jean-Paul Belmondo, c'est comme des musiques qui font la bande son de ta vie, tu sais, quand tu écoutes une musique comme ça, d'un coup, tu as des pans entiers de ta vie qui reviennent. Et Belmondo, j'allais dire, il fait partie, pas de la bande son, mais de la bande, si, de son aussi, mais de la bande visuelle, j'allais dire, de ma vie. Il y a toujours le dimanche soir, ou le samedi soir, ou à des moments comme ça, le moment où on a envie de se faire du bien, et là, on se fait du bien, voilà. Et Jean-Paul Belmondo, il a fait du bien à des milliers de gens qui n'allaient pas bien, ou qui allaient bien et qui étaient encore plus heureux de fêter ça. Il est dans 100 000 $ au soleil et il fait... J'aurais une grande maison, un étang et des canards. C'est con les canards, mais ça fait cossu. Je me souviens quand on revenait de Tunisie, après le tournage, et qu'on était dans l'avion, à un moment il s'est endormi, il y a les gens qui faisaient la queue pour le prendre en photo pendant qu'il dormait. C'est-à-dire que c'est des images... c'est étonnant, quoi, ça arrive à personne d'autre, quoi. Je vais voir Minos. Peur sur la ville. Minos!